Nous venions tout juste de nous marier, lorsque ma femme a annoncé que son meilleur ami d'enfance se joindrait à nous pour notre lune de miel. Si tu te plains, c'est que tu manques d'assurance. Je n'ai rien dit. À la porte d'embarquement, je suis allé aux toilettes, et ils ont embarqué sans moi. 7 heures plus tard, en ouvrant la porte de la suite, ils ont eu une surprise horrifiante. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et à nous dire dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Nous venions à peine de nous marier, lorsqu'elle m'a annoncé que son ami d'enfance nous accompagnerait pour notre lune de miel. Elle ne m'a pas posé la question. Elle m'en a informé. Nous étions dans la chambre d'hôtel, où nous passions notre première nuit en tant que mari et femme. Assise sur le lit, elle retirait ses chaussures. Son rouge à lèvres était encore étalé, à force d'avoir tant souri pour les photos. Elle a annoncé la chose, avec le même ton que quelqu'un annonçant qu'il va pleuvoir. Que Lionel avait déjà acheté son billet. Que l'hôtel était au courant. Et que ce serait stupide d'en faire tout un drame. Puis, elle a lâché la phrase « Et si tu te plains, c'est parce que tu manques d'assurance. » Je ne me suis pas plaint. Le lendemain matin, nous sommes allés tous les trois au comptoir, nous avons enregistré nos bagages ensemble, et nous avons passé la sécurité ensemble. Je marchais un demi-pas derrière eux. Je regardais la nuque de ma femme, et l'épaule de cet homme, pressée contre la sienne. Dans la file d'embarquement, alors qu'il restait 6 personnes avant de scanner nos cartes, je me suis penché, et j'ai dit que j'allais faire un saut rapide aux toilettes. Elle n'a même pas tourné la tête. Elle a juste levé la main, et m'a fait un petit geste bref. Le genre de geste que l'on fait à un serveur, quand on ne veut rien d'autre. Ils se sont tous les deux dirigés vers la passerelle d'embarquement, en discutant. Ils n'ont pas regardé en arrière. Pas une seule fois. 7 heures plus tard, à 11 000 mètres d'altitude, elle s'est tournée pour dire quelque chose à Lionel, et a réalisé une chose qui lui a glacé le sang. Le siège à mon nom était resté vide pendant tout le vol. 7 heures. Personne n'avait posé de questions. Personne n'avait appelé l'hôtesse de l'air. Personne n'avait remarqué que le marié manquait à l'appel. Et lorsque tous les deux sont arrivés à l'hôtel, et ont ouvert la porte de la suite, il y avait quelqu'un à l'intérieur, qui les attendait. Mais, pour en arriver à ce fauteuil, je dois remonter 31 mois en arrière. Je m'appelle Oreste. J'ai 48 ans, et je travaille comme agent des douanes depuis l'âge de 26 ans. C'est un métier que personne ne comprend vraiment, quand je l'explique lors d'un dîner. Des papiers, des tampons, des délais. Des formulaires qui arrivent avec une erreur minuscule, et qui, si personne ne la remarque, bloquent 3 conteneurs au port pendant un mois entier. Moi, l'erreur, je la vois. Je l'ai toujours vue. C'est la seule chose pour laquelle je suis vraiment doué. Regarder une feuille remplie de chiffres, et réaliser qu'il y a une ligne qui ne colle pas. Je vivais seul depuis 9 ans. Dans mon propre appartement, déjà payé. Avec une cuisine, bien trop grande pour un homme qui dînait debout. J'avais une routine si paisible, qu'elle ne me rendait même pas triste. Et puis, Thelma est apparue. Je l'ai rencontrée dans la salle d'attente d'un cabinet de notaire, assise sur les 2 chaises du fond, un mardi d'août. Elle renouvelait des documents, et riait toute seule de quelque chose qu'elle avait lu sur son téléphone. Elle m'a regardé, et m'a demandé si j'attendais aussi depuis 40 minutes. Je lui ai répondu 52. Elle a ri encore plus fort. Et quelque chose dans ma poitrine, qui n'était pas à sa place depuis des années, s'est remis en place. Elle avait 44 ans. Elle travaillait dans une agence de voyage. Elle parlait de tout, comme si elle venait de le découvrir. Elle était rapide. Moi, je suis lent. Elle entrait dans un restaurant, et en 10 minutes, elle connaissait le prénom du serveur, s'il avait des enfants, et quel plat il ne fallait surtout pas commander. Je la regardais faire, et je pensais que la vie, aux côtés d'une femme comme ça, aurait une toute autre couleur. Les premiers mois ont été bons. Je ne vais pas mentir pour rendre l'histoire plus propre. Ils ont été vraiment très bons. Elle restait dormir le vendredi. Elle cuisinait mal, mais avec beaucoup d'assurance. Elle mettait de la vieille musique dans le salon, pendant que j'étudiais des dossiers. Je m'étais tellement vite habitué à sa présence, que j'ai cessé de remarquer les détails lorsqu'ils ont commencé. Car les détails ont commencé tôt. Je ne voulais tout simplement pas les voir. Le premier, ce fut le nom. Lionel a fait son apparition lors de la 3e semaine. Dans une phrase lancée avec désinvolture, comme quelqu'un mentionnerait un cousin,
l'ami d'enfance. Ils avaient grandi dans le même quartier. Leur mère était les meilleurs amis du monde. Ils se connaissaient depuis l'âge de 7 ans. Elle l'a dit avec ce naturel qui désamorce toute question. Et à chaque fois que j'ouvrais la bouche pour demander quelque chose, elle avait déjà changé de sujet. Le deuxième détail, ce fut le café. Un soir, nous dînions tous les trois ensemble pour la première fois, dans un restaurant de fruits de mer près de la promenade. Thelma est allée aux toilettes. Léonel, sans rien lui demander, lui a commandé un café auprès du serveur, un macchiato, avec du lait chaud, sans sucre, accompagné d'un verre d'eau. Exactement comme elle le prend. Cela faisait 7 mois que j'étais avec elle, et je le lui demandais encore à chaque fois. Le troisième détail, ce fut le porte-clés. Ils avaient tous les deux le même, un anneau en métal, avec un morceau de cuir marron, usé sur le même bord. Quand j'en ai parlé, en riant, essayant de faire passer ça pour une blague, elle m'a regardé une seconde de trop avant de répondre. Elle a affirmé que c'était la mère de Léonel qui les leur avait offert, il y a des années, lors d'un voyage. Léonel a hoché la tête avec une demi-seconde de retard. Une demi-seconde. C'était tout ce qu'il y a eu, et j'ai laissé couler. Il y a une chose que j'ai apprise, en 22 ans d'examen de documents. Les erreurs ne se trouvent jamais là où vous les cherchez. Elles sont dans la case que vous aviez déjà supposée correcte. Vous vérifiez le poids, la date, le code tarifaire. Mais le problème, en réalité, se trouvait dans le nom du destinataire. Tout en haut. Là où vous jetez un coup d'œil sans lire, parce que vous pensiez déjà savoir ce qui y était inscrit. J'ai passé 31 mois, sans lire le nom du destinataire. Nous nous sommes fiancés au cours du 14e mois. Elle a choisi la date, le lieu, le menu, les couleurs, la musique. J'ai dit oui à tout. Et pas par faiblesse. J'ai dit oui, parce que je me fichais de tout ça. La seule chose qui m'importait, c'était le moment où elle viendrait vivre avec moi, et où j'arrêterais de dîner debout. La mère de Thelma, Uleya, est entrée en scène à ce moment-là. 72 ans. Le dos très droit, une voix très douce, et une façon de dire les choses les plus dures, sans jamais élever le ton. La première fois que j'ai mangé chez elle, elle m'a servi mon assiette en dernier, et m'a demandé devant tout le monde, combien gagnait un agent des douanes lors d'une année normale. J'ai répondu avec un chiffre honnête. Elle a hoché la tête, a regardé sa fille, et a dit, eh bien, c'est suffisant. Personne n'a ri. Et j'ai laissé couler ça, aussi. Les 4 derniers mois avant le mariage ont été les plus étranges. Thelma a commencé à rentrer tard, avec des explications beaucoup trop longues. Personne, lorsqu'il dit la vérité, ne donne autant de détails. Elle a commencé à poser son téléphone, face contre table, en permanence, même lorsqu'elle cuisinait. Et elle a commencé à parler d'argent. Pas d'argent en général. De mon argent. De combien j'avais épargné, comment je le gérais, s'il ne valait pas mieux ouvrir un compte joint pour le mariage, parce que c'était plus pratique pour les paiements. Nous avons ouvert le compte joint en mars. Les cadeaux en espèces des invités iraient là-dessus, en plus de ce que j'y mettrais. Cela me semblait raisonnable. J'ai signé. Et, une semaine avant le mariage, l'email de l'hôtel est arrivé. J'étais au bureau, entre 2 dossiers d'expédition, et j'ai ouvert la confirmation de la suite sans réfléchir. Je l'ai lu, comme je lis tout, de haut en bas, ligne par ligne. Et là, dans le bloc des invités, il y avait 2 noms complets, Thelma et Léonel. Et plus bas, sur une ligne séparée, en petits caractères, sans nom de famille, il y avait écrit autre chose, accompagnant, au reste. J'ai fixé ce mot pendant un long moment. Accompagnant. Moi, le mari, sur la réservation de ma propre lune de miel. J'étais listé comme la 5e roue du carrosse. Je n'ai pas appelé l'hôtel. Je n'ai crié sur personne. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je suis sorti dans le couloir, j'ai bu un verre d'eau à la fontaine, et je me suis rassis. Et, pour la première fois en 31 mois, j'ai fait ce que je fais avec mes dossiers. Je suis retourné à la première page, et j'ai commencé à tout relire depuis le début, sachant que la ligne qui ne collait pas, avait toujours été là. Cette nuit-là, j'ai commencé à chercher quelque chose de très spécifique, le nom de famille de Léonel. Il m'a fallu 4 jours pour le trouver. Cela peut paraître absurde. 31 mois passés avec cette femme. Presque 3 ans à entendre ce prénom à table, dans la voiture, dans le salon de ma maison. Et je ne connaissais pas le nom de famille de cet homme.
Il ne me l'avait jamais dit. Et, quand on prend le temps d'y réfléchir calmement, on réalise que ce n'est pas une coïncidence. En 31 mois, on nommait pas un nom de famille par accident. Quelqu'un le cachait soigneusement. J'ai commencé par le plus simple. Les photos du mariage du cousin de Thelma, 2 ans plus tôt, où Léonel apparaissait sur 3 clichés. Personne ne l'avait identifié. Je suis passé à la liste des invités, qu'elle avait elle-même établie, dans un tableur partagé avec moi. Table 4, Léonel +1. Pas de nom de famille, pas de prénom pour le +1, pas de mail de contact. Tous les autres invités avaient des noms complets. Absolument tous. 123 personnes avec des noms de famille, et une seule ligne incomplète. Je l'ai trouvé le jeudi, et ce, à l'endroit le plus stupide du monde, le reçu de paiement de la salle de réception. Thelma lui avait demandé de faire un virement, le jour où sa carte avait expiré. Le nom de l'expéditeur apparaissait en entier, sur le reçu que la salle m'avait envoyé, puisque j'étais le titulaire du contrat. Léonel, nom de famille complet. Et une chose supplémentaire, qu'il n'avait pas prévu, les 4 derniers chiffres d'un compte bancaire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas par colère. Il n'y avait pas encore de colère. Ce qu'il y avait, c'était cette sensation exacte, que j'éprouve lorsque j'ouvre un dossier, et que je sais, avant même de le lire, que quelque chose va clocher. C'est presque physique. Mon estomac se glace, et ma tête devient très calme. Avec le nom de famille, tout s'est éclairci en 2 heures. Léonel avait un profil professionnel, qui n'avait pas été mis à jour depuis des années. Il travaillait dans la logistique, ou ce qu'il appelait la logistique. Et sur la photo de couverture, prise 5 ans plus tôt, il y avait un homme et une femme, devant une maison à 2 étages avec un portail en fer. Elle avait les cheveux courts, et une main posée sur son épaule. Sous la photo, un vieux commentaire laissé sans réponse par quelqu'un, « Quelle belle maison !» Félicitations à vous deux. J'ai cherché le nom de la femme, Yolanda. Mariée avec lui depuis 11 ans. J'ai fixé l'écran de l'ordinateur, dans mon salon, à 3h30 du matin. La climatisation était éteinte, et ma chemise me collait au dos. 11 ans de mariage. Et en 31 mois, ni Thelma, ni Uleya, ni personne de cette famille, n'avait mentionné une seule fois que cet ami d'enfance avait une femme. C'est là que la colère est arrivée. Elle est montée lentement, de l'intérieur, et elle a duré très exactement 11 minutes. Je me suis levé. J'ai marché jusqu'à la cuisine. Je me suis servi de l'eau, et je l'ai bu debout, en regardant mon reflet dans la vitre. Et après ces 11 minutes, la colère s'est éteinte. Je ne peux pas bien l'expliquer. C'est la même chose qui m'arrive au travail, quand je découvre une fraude dans une déclaration d'importation. Il y a un moment d'indignation, de « comment ose-t-il ?» Et puis, vient quelque chose de froid, d'ordonné, de presque serein. Parce que ce que vous ressentez n'a plus d'importance. Ce qui compte, ce sont les preuves que vous avez. Dans quel ordre elles sont présentées, et à qui. Cette nuit-là, j'ai pris un carnet à couverture rigide dans le tiroir, le genre que j'utilise pour mes inspections. Et j'ai écrit une seule ligne, en haut de la première page, tout vérifier. Ne pas confronter. Il restait 6 jours avant le mariage. Les 6 jours suivants ont été les plus étranges de ma vie. J'allais au travail. Je rentrais. Je dînais avec Thelma. Je l'écoutais parler de la robe, et de la liste des chansons. Je disais oui. Je la serrais dans mes bras avant de dormir. Et, à l'intérieur, j'ouvrais des tiroirs. J'ai commencé par le compte joint. Nous l'avions ouvert en mars pour les paiements du mariage. Je me suis connecté via l'application, un mardi matin depuis le bureau, et j'ai passé en revue tout l'historique des transactions sur ces 5 mois. J'avais déposé un total de 82 000 €. C'était l'argent que j'avais économisé en 9 ans. 9 ans passés à vivre seul, à dîner debout, et à ne pas acheter de nouvelles voitures. Les paiements pour la salle, le traiteur, la musique, les fleurs. Tout était là. Tout concordait, à l'exception de 3 virements. 3 virements sortants, effectués à 3 mois différents. Toujours le 8 du mois, toujours vers le même compte de destination. 12 000 €, 14 000 € et 12 000 €. 38 000 € au total, avec la description « fournisseur d'événements » écrite à la main dans le champ libre. Les 4 derniers chiffres du compte de destination étaient les mêmes que sur le reçu de la salle. Ils appartenaient à Léonel.
Je me souviens avoir fermé l'application et fixé mon téléphone pendant un long moment. Le bureau derrière moi était plein de monde, quelqu'un se disputait au sujet d'un conteneur retenu, la climatisation bourdonnait. 38 000 €, soit près de la moitié de ce que j'avais économisé en 9 ans, transféré par ma future femme, sur le compte de l'homme qui venait avec nous en lune de miel. Et tout cela, avec ma signature sur le formulaire d'ouverture de compte. C'est la partie que les gens ne comprennent pas, quand je raconte cette histoire. Ils ne m'ont pas volé dans mon dos. Ils m'ont fait signer. Ils m'ont fait donner ma permission. J'ai moi-même ouvert la porte, et je l'ai maintenue ouverte pour eux, pendant 5 mois. J'ai tout sauvegardé. Des captures d'écran de chaque virement, avec la date, l'heure, et le solde visible. Ensuite, je suis allé en personne à la succursale bancaire, pendant ma pause déjeuner. J'ai demandé un relevé de compte imprimé et tamponné pour les 5 derniers mois. La conseillère m'a demandé s'il y avait un problème. Je lui ai dit que c'était pour la déclaration des frais de mariage. Elle m'a souri, et m'a présenté ses félicitations. Je suis ressorti de là, avec 12 pages dans une enveloppe. Je les ai rangées dans le classeur du bureau, dans le dossier d'un client dont l'entreprise avait fermé il y a 3 ans. Personne ne l'ouvre jamais. Le jeudi, il y a eu le dîner de famille. Le dernier avant le mariage. Chez Zuleya. Une longue table, 20 personnes. Il y avait le père de Thelma, Homero, qui ne parle presque jamais. Ce soir-là, il m'a serré l'épaule d'une manière que j'ai comprise plus tard. Ronaldo, le témoin et cousin de Thelma, était là. Et Lionel était là, assis à la gauche de Thelma, à la place qui devrait normalement être celle du marié. J'étais de l'autre côté de la table, face à eux, comme un invité. Pendant tout le dîner, je les ai observés. Pas avec colère, mais avec la même attention que j'accorde à l'inspection d'un conteneur. La façon dont il lui passait le sel, avant même qu'elle ne le demande. La façon dont elle essuyait une tache sur sa manche avec sa serviette, sans y penser, avec cette assurance qui n'existe qu'après avoir passé beaucoup de temps ensemble. La façon dont ils riaient tous les deux, une demi-seconde avant le reste de la table, parce qu'ils connaissaient déjà la chute de la blague. Au moment du dessert, Uleya a levé son verre. Et elle a dit, de sa voix si douce, à Thelma et à Lionel. Qui se connaissent depuis qu'ils sont enfants, et qui n'ont pas changé d'un pouce. Il y a eu 2 secondes de silence. 2 secondes exactes, pendant lesquelles 20 personnes ont réalisé ce qui venait de se passer, et personne n'a rien dit. Uleya a bu calmement. Personne ne l'a corrigé. Personne n'a dit « et à au reste ». Personne. J'ai levé mon verre, moi aussi. J'ai souri. J'ai bu. Et c'est cette nuit-là, que j'ai cessé d'avoir le moindre doute. Le lendemain, j'ai fait 3 choses. La première, ce fut d'appeler Sergio, un avocat avec qui je travaille depuis 14 ans sur des questions de commerce extérieur. Je lui ai demandé une consultation privée, en dehors du bureau, un samedi. Je lui ai apporté l'enveloppe de 12 pages, et le carnet à couverture rigide. Sergio a tout lu, en silence, pendant 20 minutes. Puis, il a posé les papiers sur la table, a ajusté ses lunettes, et ne m'a posé qu'une seule question, « Est-ce que tu te maries toujours ?» Je lui ai répondu que oui. Il m'a demandé pourquoi, et je lui ai expliqué la seule chose que j'avais comprise au cours de ces 6 derniers jours. Que, si j'annulais le mariage, tout resterait à l'état de suspicion. Un homme jaloux qui a pris peur au dernier moment. 38 000 € transférés pour un mariage, par une mariée ayant un accès légitime à un compte joint. Elle dirait que c'était des dépenses, et je n'aurais aucun moyen de prouver le contraire. Mais, si je me mariais, le compte restait actif, le schéma restait en place, et il continuerait d'agir en toute confiance. Les voleurs ne sont pas prudents, lorsqu'ils pensent que personne ne les regarde. Sergio est resté silencieux pendant un long moment. Puis, il a sorti une feuille de papier, et a commencé à écrire. La deuxième chose que j'ai faite, ce fut d'aller dans l'email de confirmation de l'hôtel, et de modifier une seule case, celle qui indiquait au nom de qui le paiement de la suite avait été effectué. Et la troisième chose, ce fut la plus difficile de toutes. J'ai cherché le numéro de téléphone de Yolanda. Il m'a fallu 2 jours pour composer ce numéro. Je l'avais noté sur la dernière page du carnet rigide, depuis le samedi. Je l'avais obtenu par un moyen stupide, mais légal. La maison sur la photo avait un panneau pour une école de natation, située à une demi-rue de là. Et cette école avait une liste publique de parents bénévoles,
datant d'il y a 4 ans. Yolanda y figurait, avec un numéro de téléphone fixe. Le téléphone fixe n'existait plus. Cependant, le même nom de femme mariée apparaissait dans une annonce pour des pâtisseries sur mesure, avec un numéro de téléphone portable. Et, sur la photo de l'annonce, il y avait une femme aux cheveux courts, les mains couvertes de farine. C'était elle. 11 ans de plus que sur la photo devant le portail, mais c'était elle. J'ai composé le numéro, le lundi à 11 h du matin. Depuis le parking de mon bureau, moteur éteint, et fenêtre ouverte. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Une voix normale, calme. La voix d'une femme qui travaillait. Allô? J'ai demandé si je parlais bien à Yolanda. Elle a répondu oui. Je lui ai donné mon nom complet. Je lui ai dit que je ne la connaissais pas, que je n'allais rien lui vendre, et que j'allais lui dire quelque chose qui allait probablement ruiner sa journée. Et que, si elle voulait me raccrocher au nez après l'avoir entendu, je le comprendrais parfaitement. Il y a eu un silence. Allez-y. Je lui ai dit que je me mariais samedi. Je lui ai donné le nom de ma fiancée, et j'ai demandé si ce nom lui disait quelque chose. Le silence à l'autre bout du fil a été différent du premier. Plus long. Je pouvais entendre un ventilateur en arrière-plan, puis le bruit d'une chaise qu'on traîne. Quand elle a repris la parole, sa voix n'était plus la même. Depuis quand? Je lui ai répondu, presque 3 ans. Et elle a dit, très lentement, comme quelqu'un qui lit un numéro à voix haute pour ne pas se tromper, je lui pose des questions sur cette femme, depuis 6 ans. Je suis resté avec le téléphone collé à l'oreille, fixant le mur du parking, sans rien dire. 6 ans. Moi, j'avais eu 31 mois. Elle en avait eu 6 ans. Elle m'en a dit assez en 20 minutes. Les voyages d'affaires, qui avaient commencé lorsqu'il avait perdu son emploi stable. Les week-ends où il partait, pour régler un problème d'entrepôt. Les 3 fois où elle avait trouvé des choses. Et les 3 fois où il avait retourné la situation contre elle. Une de ces fois, il l'avait même convaincue qu'elle faisait une dépression nerveuse, et l'avait emmenée voir un médecin. Elle m'a raconté cette partie sans pleurer. Avec un calme qui m'a effrayé bien plus que n'importe quel cri. Elle m'a révélé que la maison avec le portail était la sienne. Un héritage de son père, dont l'acte de propriété était à son nom, avant le mariage. Et que cela faisait 4 ans qu'il lui demandait de la mettre en garantie pour une affaire. Et puis, elle m'a demandé pourquoi je lui racontais ça maintenant, si je me mariais samedi. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai avoué que j'avais pensé à annuler, et que j'avais décidé de ne pas le faire. Je lui ai expliqué l'histoire du compte joint, des 3 virements, des 38 000 €. Je lui ai dit que, si je rompais tout ce jour-là, Léonelle garderait l'argent, elle resterait dans l'ignorance, et tous deux passeraient à quelqu'un d'autre plus tard. Yolanda n'a rien dit pendant un moment. Puis, elle a prononcé une phrase, qui m'est restée gravée tout au long de ce qui a suivi. Je ne veux pas pleurer devant lui. Ça fait 11 ans que je pleure. Nous nous sommes rencontrés le mercredi, dans le café d'un centre commercial, loin de tout. Elle est arrivée avec une pochette en plastique. Je suis arrivé avec mon enveloppe de 12 pages. Ce fut la rencontre la plus étrange de ma vie. 2 inconnus posant des papiers sur une table, face à face. Sans crier, sans s'étreindre, sans se dire « mon pauvre, ma pauvre ». Elle a apporté ses relevés bancaires. Elle les avait, parce qu'il était négligent, et parce que le courrier arrivait chez elle. Elle a apporté 3 ans de dépôt, qui ne correspondaient à aucun salaire. Elle a apporté une demande de prêt, qu'il avait essayé de contracter, en utilisant la maison comme garantie. Demande rejetée, parce qu'elle n'avait pas signé. Et, tout au fond de sa pochette, elle avait une feuille imprimée, qu'elle a gardée pour la fin. Une réservation d'hôtel de l'année précédente. Même hôtel, même chaîne. Une chambre double au nom de Léonelle, avec un deuxième invité, le nom de ma fiancée. 4 nuits, aux mêmes dates où Thelma m'avait dit, qu'elle allait à un congrès d'agence de voyage dans une autre ville. Je l'avais conduite à l'aéroport ce jour-là. J'avais porté sa valise. Je l'avais attendue pendant 4 nuits dans mon appartement, et j'avais préparé le dîner pour son retour. J'ai regardé ce papier pendant un long moment. Yolanda n'a rien dit. Elle m'a laissé le regarder. Et, quand j'ai levé les yeux, je lui ai posé une seule question, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle m'a répondu qu'elle voulait que sa maison soit en sécurité. Que son divorce soit propre. Et qu'il comprenne tout,
dans la même minute, sans préparation, sans avoir le temps d'inventer une explication. Parce qu'il avait toujours le temps d'inventer une explication, et que c'était sa seule arme. Je lui ai dit que je pouvais lui offrir cette dernière partie. Et je lui ai expliqué l'histoire du vol. Il restait 3 jours avant le mariage. Je parlerai peu du mariage, parce qu'il y a des choses qui se racontent mal. Je me suis marié un samedi, à 19h. Avec 123 invités. Avec la main de Thelma, qui tremblait sincèrement lorsque je lui ai passé la bague au doigt. Et ce tremblement n'était pas un mensonge. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Elle était émue. Quelqu'un peut vous voler, et être ému avec vous, le même jour. Je l'ai appris. J'ai dansé avec elle. J'ai dansé avec Uleya, qui m'a serré le bras et m'a chuchoté à l'oreille de prendre soin de sa fille. Je lui ai promis de le faire. Et, au moment du toast, quand Ronaldo a terminé son discours, Thelma a demandé le micro. Elle a pointé du doigt une table, et a déclaré devant toute la salle, et je voudrais demander une salve d'applaudissements pour Lionel. Qui est ma personne préférée au monde, depuis que j'ai 7 ans. 123 personnes ont applaudi. J'ai applaudi aussi. Plus tard, près de minuit, il y a eu l'épisode de la première danse. Je discutais avec l'un de ses oncles, lorsque le slow a commencé. Celui que nous avions choisi ensemble, 3 mois auparavant. Je me retourne, et Thelma était déjà sur la piste de danse avec lui. Ce ne fut pas une affaire de quelques secondes. Ce fut la chanson entière, pendant de longues minutes. Sa main à lui sur sa taille. La tête de Thelma posée près de son épaule. Et 123 personnes, qui regardaient et décidaient, chacune de leur côté, que c'était tout à fait normal. Uleya s'est tenue près de moi, un verre à la main. Elle a regardé mon visage, et a dit, de cette voix douce que je connaissais déjà, ne commence pas. C'est une belle journée. Tu dois apprendre à partager. Je n'ai pas répondu. Je me souviens parfaitement de ce que j'ai ressenti. Car ce n'était pas de la colère. C'était une sorte de soulagement horrible. Comme quand le médecin vous donne enfin le nom de ce que vous avez, alors que vous le saviez déjà. À 1h du matin, je suis sorti dans le couloir de service de la salle, pour prendre l'air. Et là, j'ai entendu la seule phrase qui me manquait. Tous les deux se trouvaient au bout du couloir, à côté des jardinières. Elle, avec ses chaussures à la main. Lui, en train de fumer. Et il a dit, après la plage, on parlera de cette histoire de conte. Il en reste encore un peu. Elle a ri doucement, et a répondu, il en reste pas mal. Je suis rentré par l'autre porte. Personne ne m'a vu. C'est tôt le matin, à l'hôtel, qu'elle a retiré ses chaussures, assise sur le lit, et m'a informé que Lionel venait avec nous. Qu'il avait déjà son billet. Que si je me plaignais, c'était parce que je manquais d'assurance. Et moi, qui avais depuis 8 jours 12 pages scellées dans un classeur, et une femme aux cheveux courts qui attendait mon appel. Je l'ai regardé depuis la porte de la salle de bain, et j'ai dit la seule chose que j'avais à dire, d'accord. Elle a souri. Elle s'est mise au lit, heureuse. Je suis resté éveillé jusqu'à 4 heures, assis dans le fauteuil de cette chambre. Mon téléphone à la main, en train de rédiger un message de 3 lignes, que j'allais envoyer à 6 heures du matin. Le message que j'ai envoyé à 6 heures, comportait 3 lignes, confirmées. Ils partent aujourd'hui. Arrivé à 16h20, heure locale. Tout reste comme convenu. Yolanda a répondu 2 minutes plus tard. Elle était réveillée. Je ne pense pas qu'elle ait dormi cette nuit-là, tout comme moi. Bien compris. Je suis déjà à l'aéroport. Car c'est la partie que Thelma et Lionel n'ont jamais calculée. Pendant qu'ils prenaient un petit déjeuner tranquille à l'hôtel, sans se presser, une femme aux cheveux courts embarquait déjà, sur un vol qui partait 3 heures avant le leur, et qui arrivait plus tôt. J'avais payé ce billet avec mon propre argent. Depuis mon compte personnel, celui que Thelma n'avait jamais touché. 480 €. C'était le meilleur argent que j'ai jamais dépensé de ma vie. À 8 heures du matin, nous sommes descendus tous les 3 dans le hall. Lionel y était déjà, avec un bagage cabine et des lunettes de soleil sur la tête. Il buvait un café, debout. Quand il nous a vus, il a levé sa tasse vers moi et a dit « Bonjour, monsieur le jeune marié ». Je lui ai serré la main. Je l'ai serré normalement. Je lui ai dit que c'était génial qu'il ait pu s'arranger pour ce voyage. Et il m'a répondu
avec ce visage de type sympathique qui trompe tout le monde, quand Thelma veut quelque chose, ça se fait. Elle a ri. Ils ont ri tous les deux. J'ai ri aussi. Dans le taxi pour l'aéroport, j'ai eu la place du passager, eux deux à l'arrière. 40 minutes à les écouter parler d'une série, qu'ils regardaient tous les deux en même temps. Sur le même épisode, avec le même commentaire, sur le même personnage. Je regardais par la fenêtre les panneaux publicitaires de l'autoroute, et je pensais à l'ordre des choses. Car le plan avait un ordre, et l'ordre était tout. Sergio me l'avait expliqué le samedi précédent, avec sa patience de vieil avocat. Il m'a dit que je n'avais pas un problème de sentiment. J'avais un problème de séquence. Que, si je déplaçais les pièces dans le mauvais ordre, je perdrais. Et il m'a donné 3 règles. La première, ne pas confronter avant d'avoir sécurisé l'argent. Parce qu'à la seconde où il saurait que je savais, le compte joint serait vidé en 40 minutes. Et ensuite, suivrait 3 ans de procès pour récupérer quelque chose qui n'existait plus. La deuxième, ne pas vider le compte à l'avance. Si je retirais mon argent le jeudi, Thelma le verrait sur l'application le vendredi, et il n'y aurait pas de mariage. Et sans mariage, il n'y aurait pas de preuve le samedi. Pas de scène dans le couloir, rien. Et la troisième règle, celle qui a été la plus difficile à comprendre pour moi, les laisser faire le dernier mouvement seul. Les laisser monter dans cet avion, de leur plein gré, sans que personne ne les pousse. Devant témoins, avec les billets achetés, et l'enregistrement de l'hôtel à leur nom. Sergio me l'a présenté ainsi, tu n'as pas à prouver qu'ils t'ont trompé. Tu dois les laisser signer les aveux de leur tromperie. Au comptoir d'enregistrement, une très jeune fille s'est occupée de nous. J'ai posé les 3 passeports sur le comptoir. Les 3 cartes d'embarquement sont sorties ensemble. J'ai enregistré ma grande valise noire, avec tous mes vêtements à l'intérieur. C'était fait exprès. Une valise enregistrée, c'est la marque d'un homme qui va voyager. Personne ne soupçonne un homme, qui vient tout juste de remettre sa valise. Thelma m'a demandé de garder son passeport dans ma poche, comme toujours. Je l'ai gardé pour elle. Et au contrôle de sécurité, je le lui ai rendu. Parce qu'à partir de ce moment-là, elle en aurait besoin elle-même. Nous sommes passés tous les 3 par le filtre de sécurité. Et c'est là que la plus longue heure de ma vie a commencé. Nous nous sommes assis dans la salle d'attente. Porte 22. Eux deux sur les sièges du milieu, moi sur le bout. Thelma a commencé à regarder des vidéos sur son téléphone. Avec un écouteur dans l'oreille, et l'autre qui pendait. Et Lionel se penchait pour voir l'écran de très près. Sa tête touchant presque la sienne. Dans un aéroport bondé, avec son mari assis à 2 sièges de là. J'ai regardé le tableau d'affichage des vols, et j'ai fait le calcul. Le vol partait à 10h40. 7h30 de vol, plus le décalage horaire. Ils arriveraient à 16h20, heure locale. De l'aéroport à l'hôtel, avec la circulation, 50 minutes. Entrée dans la suite vers 17h15. Yolanda atterrissait à 13h10. 3h10 avant eux. 3 heures pour faire le check-in, monter, s'installer dans la suite, et attendre assise. À 9h50, ils ont appelé à l'embarquement par groupe. Thelma s'est levée d'un bond. Elle faisait toujours ça. Elle était toujours la première dans la file, même si son siège était réservé. Lionel s'est levé derrière elle, et a pris son sac à main, sans qu'elle ne le demande. Je me suis levé le dernier, j'ai lissé ma veste, et j'ai marché derrière eux. La file avançait lentement. Devant nous, il y avait une famille avec une poussette, et une dispute concernant la taille d'un sac à dos. Et je fixais la nuque de ma femme, avec ma carte d'embarquement à la main. En pensant à une chose très simple, elle ne s'était pas retournée pour me chercher. Pas une seule fois, depuis l'appel à l'embarquement. Pas une seule fois. Une file d'attente de 20 minutes. Quand il n'est resté que 6 personnes avant le scanner, je me suis penché vers elle. Et je lui ai chuchoté à l'oreille, que j'allais faire un saut rapide aux toilettes, et que j'aurais le temps. Elle avait son téléphone à la main. Elle n'a même pas quitté l'écran des yeux. Elle a levé sa main droite, et a fait ce petit geste bref. Ce geste qui veut dire « oui, oui », que l'on fait à un serveur quand on ne veut rien d'autre. Ce geste est la dernière chose qu'il me reste de mon mariage. Je suis sorti de la file. J'ai marché 20 mètres, et je me suis placé près d'une colonne, à côté d'un magasin de bonbons. Le dos contre le marbre froid, j'ai observé.
Je les ai vus arriver au scanner. J'ai vu Thelma scanner sa carte, passer, et continuer à marcher sans s'arrêter. J'ai vu Léonel scanner la sienne, passer, et la rattraper en 2 enjambées. Je les ai vus entrer dans la passerelle ensemble, en discutant. Elle riait de quelque chose. Lui avait le sac de Thelma, en bandoulière sur son épaule. Aucun des deux n'a regardé en arrière. Ni au niveau du scanner, ni à la porte de la passerelle, ni dans le dernier mètre avant de tourner le coin. Et je me souviens avoir pensé très clairement, sans aucun drame, si elle se retourne maintenant. Si elle se retourne juste une fois, et qu'elle me cherche, je cours, je monte dans cet avion, et je brûle tous les papiers. Elle ne s'est pas retournée. La porte de la passerelle s'est fermée à 10h32. Je suis resté là 11 minutes de plus, à regarder l'avion par la fenêtre. À regarder le type sur le tarmac, avec ses baguettes oranges. J'ai ressenti quelque chose dans ma poitrine, qui n'était ni de la tristesse, ni de la joie. C'était comme quand vous rendez un dossier, qui était resté ouvert pendant des années. À 10h44, l'avion a commencé à bouger. Et c'est à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone. Le premier appel fut pour la compagnie aérienne. J'ai signalé le bagage enregistré d'un passager, qui n'avait pas embarqué. J'ai donné le numéro d'étiquette, mon nom, et le numéro de réservation. La dame m'a dit que la valise serait débarquée, et conservée au sol en raison du protocole de sécurité. Je l'ai remercié, et j'ai dit que je passerais la récupérer dans 2 heures. Le deuxième appel fut pour la banque. Pas par téléphone. Je n'avais pas le temps d'y aller en personne, mais j'avais tout préparé sur l'application depuis 3 jours. Le transfert programmé du solde total, du compte joint vers mon compte personnel. L'instruction était prête, attendant la simple pression d'un bouton. J'ai regardé le solde, 44 800 €. Tout ce qu'il restait des 82 000 € que j'avais déposés. J'ai appuyé sur le bouton à 10h49, debout au milieu de la salle d'attente, à la porte 22. Le troisième appel fut pour Sergio. J'ai prononcé 2 mots, c'est décollé. Il a répondu tout aussi brièvement, je dépose le dossier à 17h. Et le quatrième appel fut pour l'hôtel. J'ai parlé avec la réception. J'ai donné le numéro de réservation, le nom du titulaire du paiement, qui était moi, et j'ai demandé à ce que la suite ne soit plus débitée sur ma carte. J'ai confirmé que le check-in se ferait sous les noms des 2 invités principaux, Thelma et Léonel. Eux deux, ensemble. S'enregistrant dans une chambre de lune de miel, avec le mari à 9000 km de là. Ensuite, j'ai quitté l'aéroport. J'ai récupéré ma valise au bureau des bagages 1 heure plus tard. J'ai pris un taxi, et je lui ai demandé de m'emmener à une adresse, qui n'était pas la mienne. L'adresse que j'ai donnée au chauffeur de taxi, c'était celle de la maison avec le portail en fer. Yolanda me l'avait donnée le mercredi au café, écrite sur une serviette. Elle m'avait dit que, si tout se passait comme prévu, il y aurait une partie du travail qui ne pourrait être faite que là-bas. Et qu'elle ne serait pas dans le pays pour la faire. C'est un jeune homme d'une 20aine d'années qui a ouvert la porte. Grand, mince, avec le visage de sa mère. C'était son fils. Yolanda lui avait tout raconté, 2 jours plus tôt. Absolument tout. Et lui, qui avait passé la moitié de sa vie à écouter son père expliquer des choses étranges d'une voix calme, n'a eu besoin de personne pour le convaincre. Nous avons passé 4 heures dans le bureau de cette maison. Là, dans un tiroir que Léonel croyait intouché, se trouvait le reste. Des reçus. Un carnet avec des chiffres et des dates. 2 contrats de consultants avec des entreprises, qui n'existaient pas. Et un dossier contenant des copies de 3 demandes de prêt. Dans la plus récente, datant d'il y a 5 mois, Léonel avait listé la maison dans laquelle je me trouvais comme garantie, et avait signé à l'emplacement du conjoint. Il l'avait signée. La signature de Yolanda, falsifiée par lui. Le garçon l'a reconnue en 1 seconde. Il m'a dit que sa mère faisait son « i » différemment. Elle l'avait toujours fait ainsi. Nous avons photographié chaque page, avec une règle posée à côté pour l'échelle, comme cela se fait lors des inspections. Nous avons tout organisé dans un index. À 18h, j'ai envoyé 41 fichiers à Sergio. Et une copie à Yolanda, qui, à ce moment-là, était déjà à 9000 km de là, dans une chambre d'hôtel face à la mer, en train d'attendre. Et maintenant, je dois vous raconter ce qui s'est passé là-bas. Parce que je n'y étais pas, mais je sais tout. Je le sais par Yolanda,
qui me l'a raconté avec des détails presque cruels. Et je le sais par Léonel lui-même, qui a plus tard parlé plus qu'il n'aurait dû. Le vol a décollé à 10h44, et ils n'ont rien remarqué. Thelma était assise à sa place, côté hublot, rangée 23. Léonel était assis côté couloir, 2 sièges plus loin. Son billet correspondait à une autre rangée, mais il avait échangé avec un homme, dès la fermeture des portes. Le siège du milieu est resté vide. Mon siège. Elle pensait que j'étais à l'arrière. C'est ce qu'il m'a dit plus tard, et je le crois. Elle pensait que j'avais été retardé aux toilettes. Que j'avais été l'un des derniers à embarquer, et que j'étais resté dans une rangée plus à l'arrière, agacé, à jouer le martyr. Cela me ressemblait tellement, qu'elle n'y a pas réfléchi à 2 fois. Et c'est cette partie, qui me retourne encore le cerveau. 7h30 en 7h30, cette femme ne s'est pas levée une seule fois, pour me chercher. Elle n'a pas marché jusqu'à l'arrière de l'avion. Elle n'a pas demandé à une hôtesse de l'air, si le passager au reste avait embarqué. Elle n'a pas envoyé de mots. Elle n'a pas jeté un œil, par-dessus les dossiers des sièges. Elle a commandé 2 verres de vin. Elle a regardé 2 films. Elle s'est endormie avec la tête posée sur l'épaule de Léonel, pendant près de 2 heures. Et il a mis une couverture sur elle. Les passagers des rangées arrière ont vu cela, et cela a eu beaucoup d'importance plus tard. À la 6e heure de vol, alors qu'il servait déjà le 2e repas, elle s'est étirée, s'est réajustée, et s'est tournée pour dire quelque chose à Léonel. Et, dans ce mouvement, elle a regardé le siège du milieu. Vide. La tablette fermée. La ceinture de sécurité encore croisée en X, exactement comme les hôtesses de l'air la laissent avant l'embarquement des passagers. Personne ne s'y était assis. Personne ne s'y était jamais assis. Yolanda m'a dit, que Léonel lui avait dit plus tard. Et le mot qu'il a utilisé, c'est qu'elle était devenue « grise ». Thelma s'est levée d'un bond. Elle a marché jusqu'à l'arrière de l'avion, regardant rangée par rangée, visage par visage, dans un avion de 280 personnes. Elle est revenue. Elle est allée vers l'avant, et a parlé à une hôtesse de l'air. L'hôtesse a vérifié la liste. Le passager au reste n'avait pas embarqué. Elle a expliqué, avec cette voix calme qu'elles ont, que les bagages du passager avaient été débarqués au point d'origine, par protocole avant le décollage. Et que cela arrive toujours, lorsqu'un passager enregistré ne se présente pas à la porte d'embarquement. Débarquer avant le décollage. C'est-à-dire que, pendant qu'ils s'installaient confortablement dans leur siège, en riant de je ne sais quoi, là-dessous, dans la soute de l'avion, un employé était en train de retirer ma valise noire. Et ni elle ni lui n'ont rien remarqué. Thelma n'a pas pleuré. On m'a dit ça aussi, et je le crois aussi. Elle s'est tenue dans l'allée, une main posée sur le dossier d'un siège. Et la première chose qu'elle a demandé, ce n'est pas si j'allais bien. Elle a demandé si le vol était équipé d'Internet. Tout est là. Cette question résume parfaitement la femme que j'ai épousée. Ce modèle d'avion n'avait pas de service à bord sur cette ligne. Il restait 1h30 avant l'atterrissage. Elle s'est rassise, avec son téléphone éteint à la main, et a passé ses 90 minutes sans parler. Léonel n'a pas parlé non plus. Ils savaient tous les deux parfaitement quelle était la première chose à vérifier, dès qu'ils toucheraient le sol. Et aucun des deux n'osait le dire à haute voix. Ils ont atterri à 16h20. Elle a allumé son téléphone, alors qu'ils étaient encore sur la piste, pendant que l'avion roulait vers la porte d'embarquement. Les notifications ont afflué. Aucune ne venait de moi. La première qu'elle a ouverte fut l'application bancaire. Solde du compte joint, 0. On m'a dit qu'elle avait ri une fois. Un petit rire bref. Le genre qui sort, quand le cerveau ne trouve aucune autre réaction. Puis, elle a montré l'écran à Léonel. Et il a prononcé la phrase la plus honnête de sa vie, il y avait combien dessus? Il n'a pas posé de questions sur moi. Il a demandé combien il y avait dessus. Dans la file de l'immigration, elle m'a appelé 11 fois. Mon téléphone était sur le bureau, dans le bureau de la maison avec le portail. Et j'ai regardé les 11 appels entrés. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Pas par cruauté. Sergio avait été très clair. Toute conversation que j'aurais avec elle pendant ces heures, toute phrase prononcée sous le coup de la colère, pourrait se retrouver au tribunal et être utilisée contre moi. Le silence ne peut pas être déformé. Puis, les messages ont commencé. Les premiers exprimaient de l'inquiétude, où es-tu?
Est-ce que tu vas bien? Réponds-moi, s'il te plaît. Les suivants, 20 minutes plus tard, étaient d'une autre nature, c'est de la folie. Tu vas vraiment me faire ça pendant ma lune de miel? Tout le monde saura ce que tu as fait. Et le dernier, celui qui est arrivé alors qu'ils étaient déjà dans le taxi pour l'hôtel, était le plus authentique, cet argent est aussi à moi. Rends-le aujourd'hui, ou ça va te coûter très cher. En 40 minutes, elle était passée de « Est-ce que tu vas bien ?» à une menace concernant de l'argent. J'ai sauvegardé ces 3 blocs de messages, avec l'heure et la date. Sergio les a utilisés plus tard. Et ils lui ont été plus utiles que n'importe quel relevé bancaire. Parce qu'une banque prouve des transactions. Mais ces messages prouvaient une intention. Le taxi les a déposés à l'hôtel, à 17h10 de l'après-midi. Yolanda était à l'étage, depuis 13h40. Elle avait fait le check-in sans aucun problème. Car, 3 jours plus tôt, j'avais modifié une seule case de la réservation, celle qui indiquait qui était autorisé à récupérer la clé supplémentaire de la suite. J'avais mis son nom. La réservation avait été payée avec ma carte. J'étais le titulaire du contrat avec l'hôtel, et l'hôtel n'avait aucune raison de poser plus de questions. Elle est montée, a déposé son sac. Elle s'est assise dans le fauteuil, face à la porte, et a attendu pendant 3h30. Elle m'a dit plus tard que, pendant ces 3h30, elle n'avait pas regardé la télévision, n'était pas sortie sur le balcon, et n'avait rien touché du minibar. Qu'elle s'était contentée de rester assise, avec une pochette en plastique sur les genoux, à fixer la porte. 11 ans de sa vie, dans cette pochette. En bas, à la réception, Thelma et Léonel se disputaient avec le directeur de garde. Elle exigeait de savoir, pourquoi le nom du titulaire du paiement n'apparaissait plus. Il insistait sur le fait qu'il y avait une erreur, et qu'il devait appeler l'agence. Le directeur a confirmé la seule chose qui comptait, la chambre était prête. Le check-in était au nom des 2 invités principaux. Et il ne restait plus qu'à ce qu'ils signent. Ils ont tous les 2 signé. Ils sont montés dans l'ascenseur, sans se parler. Ils ont marché dans le couloir du 11e étage. Léonel a inséré la carte magnétique dans la fente, le voyant est passé au vert, et ils ont ouvert la porte de la suite. La première chose que Léonel a vue, ce fut le dossier du fauteuil, et une tête aux cheveux courts. Yolanda m'a dit qu'il s'était figé. Avec la clé de la chambre toujours à la main. Le bras tendu, dans cette position absurde de quelqu'un qui pousse une porte, et qui ne sait plus s'il doit entrer ou sortir. Qu'il a fait un bruit de gorge. Et que ce fut la seule chose qui soit sortie de sa bouche. Elle ne s'est pas levée. Elle est restée assise, les jambes croisées, avec la pochette en plastique sur les genoux. Et elle a prononcé une seule phrase, sans élever la voix, « Ferme la porte. » Je ne veux pas que le couloir entende ça. Thelma est entrée derrière lui, ne comprenant rien. Yolanda m'a dit qu'elle l'avait toisé de la tête aux pieds, avec cette façon qu'elle a de jauger les gens en 2 secondes. Et qu'elle avait demandé qui elle était, et ce qu'elle faisait dans sa chambre. Et Léonel a prononcé le nom. Juste le prénom, Yolanda. Et Thelma a tout compris en cet instant. Car il y a des choses que l'on comprend au ton, pas aux mots. À la façon dont l'homme, qui vous promet depuis 6 ans qu'il n'y a personne d'autre, le dit. Il y a eu un long silence. Puis, est arrivée la partie qui, je pense, est la plus importante de toute cette histoire. Et ce n'est pas ce à quoi les gens s'attendent. Yolanda n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a rien jeté. 11 ans de mariage. 6 ans de soupçons. 3 visites chez un médecin qui l'a fait douter de sa propre santé mentale. Et cette femme est restée assise dans le fauteuil, et a ouvert la pochette. Elle m'a expliqué pourquoi, plus tard. Elle m'a dit que si elle avait pleuré, il aurait su quoi faire. Qu'il savait toujours quoi faire avec ses larmes. La prendre dans ses bras, lui dire qu'elle était nerveuse, changer de sujet. Étage 2 heures plus tard, elle aurait fini par s'excuser. Que la seule façon de vaincre un homme comme ça, c'était de ne rien lui donner pour travailler. Alors, elle a sorti la première feuille, et la lui a tendue. C'était la réservation de l'année précédente. Même hôtel. 4 nuits. 2 noms. Elle l'a tendue à Thelma, pas à lui. Et elle a dit, ça, c'est vous. En octobre, pendant que je m'occupais de ma mère à l'hôpital. Léonel a commencé à parler. Bien sûr qu'il a commencé à parler. Il a commencé par la phrase qu'il avait utilisée toute sa vie, ce n'est pas ce que tu crois.
Et il s'est arrêté au troisième mot, car Yolanda a sorti la deuxième feuille, la demande de crédit. Avec la maison au portail en fer, mise en garantie. Avec sa signature, falsifiée par lui. Et là, il s'est tu. Il s'est tu, parce que l'infidélité peut être discutée, on peut pleurer dessus, la pardonner, la négocier. Mais une signature falsifiée sur un document bancaire, ne se discute pas. C'est autre chose. Et lui, qui était un homme de beaucoup de mots, mais de très peu de bon sens, a compris cela en une seconde, avec une clarté absolue. Thelma, pendant ce temps, se tenait toujours à l'entrée de la suite, sa valise à côté d'elle. Et elle a fait ce que les gens comme elle font, lorsque le sol se dérobe sous leurs pieds. Elle a cherché un coupable. Elle a commencé à dire qu'elle ne savait rien. Qui lui avait dit qu'il était séparé. Qu'elle était une victime, tout comme Yolanda. Qu'elles étaient toutes les deux du même côté. Yolanda l'a laissé parler sans l'interrompre une seule fois. Et quand elle a fini, elle a sorti la troisième feuille. C'était une capture d'écran, que je lui avais envoyée 3 jours plus tôt depuis mon bureau. Les 3 virements. 8 mai, 8 juin, 8 juillet. 12 000 euros, 14 000 euros, et 12 000 euros. 38 000 euros au total. Sortant du compte joint, que j'avais ouvert avec mes 22 ans de travail. Et allant sur le compte de Léonel. Avec une description manuscrite dans le champ libre, fournisseur d'événements. Yolanda lui a lu les dates à haute voix, et lui a dit, il n'y a pas 2 victimes ici. Il y en a une qui ne savait pas, et l'autre qui a signé. Thelma s'est assise sur le bord du lit. Yolanda m'a dit que ce fut à ce moment-là, qu'elle a véritablement compris dans quelle situation elle se trouvait. Pas quand elle a vu le solde à 0. Pas quand elle a découvert que je n'étais pas monté dans l'avion. C'est quand elle a vu ses propres virements, imprimés sur une feuille de papier, entre les mains d'une inconnue à 9000 km de chez elle. Parce que cela signifiait que quelqu'un l'observait depuis des semaines, en silence. Et ce quelqu'un, c'était l'homme à qui elle avait fait un geste de la main méprisant, sans même tourner la tête. À 17h38 de l'après-midi, heure locale, le téléphone de la chambre a sonné. C'était la réception. Le directeur les a informés, avec toute la courtoisie du monde, que le paiement de la suite avait été réaffecté ce matin-là, et que la chambre n'était payée que jusqu'à la nuit tombée. S'ils souhaitaient prolonger leur séjour, ils devaient descendre, et laisser leur propre carte bancaire, avec une garantie de 1200 euros. Thelma a passé le téléphone à Léonel. Léonel a tout écouté, et n'a rien dit. Aucun d'eux ne disposait de 1200 euros à cet instant précis. Et c'était exactement là le point. Les 38 000 euros s'étaient transformés en autre chose depuis des mois. Une voiture qu'ils remboursaient, une dette qu'ils couvraient, et un acompte pour une entreprise qui n'a jamais existé. Dans mon pays, pendant ce temps, il était 19h38 du soir. Sergio avait déjà tout déposé. Il l'avait fait à 17h pile, comme il me l'avait dit. 3 choses le même jour, devant 3 instances différentes. La première, une plainte pour détournement de fonds d'un compte joint. Accompagnée des 12 relevés bancaires tamponnés par la banque. Des captures d'écran avec l'heure et le solde. Et des messages de Thelma, me menaçant depuis l'autre bout du monde. Ce dernier bloc, c'est ce qui a tout scellé. Un avocat peut toujours débattre de la nature d'un virement, et prétendre qu'il s'agit de frais de mariage. Mais personne ne peut contester un message qui dit « Rends cet argent aujourd'hui, ou ça va te coûter très cher ». Envoyé 40 minutes après l'atterrissage. La deuxième, la demande d'annulation du mariage, pour erreur essentielle sur la personne. Sergio m'avait expliqué que c'était un chemin difficile, et rarement couronné de succès. Mais il m'avait aussi dit, que ce qui est déposé un lundi, n'est pas toujours gagné dans une salle d'audience. Parfois, cela se gagne dans la tête de l'avocat de la partie adverse. Lorsqu'il voit l'épaisseur du dossier, et recommande à sa cliente de négocier. Et la troisième, c'était ce qui a véritablement coulé Léonel. Sergio ne l'a pas déposé en mon nom. Il l'a déposé au nom de Yolanda, grâce à la procuration qu'elle lui avait signée le mercredi au café, sur la table, entre 2 tasses. Une plainte pour falsification de signature sur un document bancaire, et usage de faux, concernant la demande de crédit. La comparaison de signature. Et une lettre adressée à la banque, demandant la suspension immédiate de toute transaction sur la propriété. Les 41 fichiers, que nous avions photographiés dans le bureau de cette maison, ont été joints dans leur intégralité. Avec un index, et des numéros de feuillet. À 20h,
heure locale, mon téléphone a de nouveau été inondé d'appels. Ce n'était plus Thelma. C'était Tuleya, sa mère. Elle m'a appelé 4 fois. À la 5e, j'ai répondu. Parce que Sergio m'avait autorisé à avoir ce contact. Et parce que, pour être honnête, je voulais l'entendre. Et cette femme. La même qui, au mariage, m'avait serré le bras en me demandant de prendre soin de sa fille. La même qui, lors du dîner, avait levé son verre à Thelma et Lionel, oubliant mon nom devant 20 personnes. Cette femme m'a parlé avec une voix que je ne reconnaissais pas. Elle a commencé par pleurer. Elle m'a dit que sa petite fille était seule dans un pays étranger. Que j'étais un homme, et qu'un homme ne fait pas ça. Je l'ai laissé terminer. Puis, je lui ai posé une seule question, très calmement, sans élever la voix, « Madame, saviez-vous que Lionel était marié ?» Il y a eu un silence de 4 ou 5 secondes. 4 ou 5 secondes, c'est une éternité lors d'un appel téléphonique. Et elle a répondu, « C'est son problème à lui. » J'ai raccroché. Je ne lui ai pas crié dessus. Je n'ai rien dit d'autre. J'ai raccroché le téléphone. Je l'ai posé sur la table de la cuisine. Et je suis resté là, dans mon appartement, avec ma valise noire toujours fermée, près de la porte. Cette réponse valait plus que tout le reste. Parce qu'elle confirmait ce dont je me doutais depuis 11 jours, sans oser le formuler. Ce n'était pas un secret entre 2 personnes. Toute la famille le savait. 20 personnes à cette table le savaient. 123 personnes avaient applaudi, lorsque ma femme avait dit qu'il était sa personne préférée au monde depuis l'âge de 7 ans. Et tout le monde, absolument tout le monde, avait décidé que celui qui devait apprendre à partager, c'était moi. J'ai dormi 8 heures d'affilée cette nuit-là. Mes premières 8 heures de sommeil en 3 semaines. De l'autre côté du monde, à 3 heures du matin heure locale, Thelma était assise sur le balcon d'une suite, qui cesserait d'être la sienne dans 11 heures. Le téléphone à la main, elle envoyait des messages à un avocat, qui venait de lui annoncer que le compte joint était gelé par décision de justice. Et Lionel était dans le couloir du 11e étage. Il parlait à voix basse au téléphone avec un cousin, essayant d'obtenir un billet de retour. Car le sien, le billet retour, avait été acheté par Thelma avec l'argent du compte. L'expulsion de la suite a eu lieu à 11 heures du matin, le lendemain. Yolanda était déjà partie. Elle a déménagé dans un petit hôtel, à 12 pâtés de maison de là. Un endroit à 60 € la nuit. Et elle est restée 4 jours de plus, car le billet de retour était moins cher ainsi. Elle m'a dit qu'elle s'était promenée sur la plage chaque matin de ces 4 jours, seule. Et que c'était le meilleur voyage de sa vie. 11 ans à attendre des vacances avec son mari, pour finalement les passer sans lui. Thelma et Lionel sont descendus à la réception avec leurs valises, à 11h15. Ils ont essayé de payer pour 2 nuits supplémentaires. Sa carte à elle a été refusée. La sienne a été refusée. Puis, elle a essayé avec une 3e, celle de sa mère, qu'Uleya lui avait envoyée par message. Et celle-là est passée. Mais ce n'était suffisant que pour une chambre standard au 2e étage. Sans vue, et avec 2 lits simples. Ils y ont dormi pendant 3 nuits. Tous les 2 dans la même chambre, dans des lits séparés, sans s'adresser la parole. C'est Lionel qui m'a décrit cette scène, des mois plus tard dans un couloir. Et je ne pense pas que même lui ait compris pourquoi il me la racontait. Pendant ce temps, ici, l'effet domino a commencé. Le premier coup est tombé le mardi matin. Et ce n'est pas moi qui l'ai porté. C'est la banque. Lorsque la lettre de Sergio contenant la plainte pour falsification est arrivée, le département des risques de la banque a fait ce qu'il fait toujours. Il a bloqué tout ce qui portait le nom de Lionel. Le compte où les 38 000 € avaient atterri, a été gelé cet après-midi-là. De même que le prêt de sa voiture, qui y était lié. Ainsi qu'une ligne de crédit personnel, qu'il utilisait comme bouée de sauvetage depuis 2 ans. Un homme qui vit en déshabillant Pierre pour habiller Paul, ne survit pas 3 jours sans accès à son compte. Le mercredi, l'entreprise pour laquelle il était consultant, a reçu une notification de routine du tribunal, demandant des informations sur les contrats. Ce n'était pas une accusation contre l'entreprise. C'était une simple requête. Mais, lorsqu'un petit bureau reçoit un papier avec un sceau du tribunal, et le nom de quelqu'un dessus, ce quelqu'un cesse de recevoir des appels dès le lendemain. Le jeudi, les 2 seules missions qu'il avait en cours, ont été annulées. Et le vendredi, il y a eu l'épisode de la maison.
Yolanda m'a appelé à 9 heures du matin, toujours depuis l'étranger. Elle m'a dit que son fils venait de trouver un homme, en train de mesurer la façade de la maison avec un maître ruban, un agent immobilier. Le garçon est sorti, et lui a demandé ce qu'il faisait. Et le type a répondu très naturellement, qu'il prenait des mesures pour une annonce, que le propriétaire lui avait demandé 2 semaines plus tôt. Le propriétaire, Lionel. Il proposait à la vente une maison qui ne lui appartenait pas, depuis 2 semaines. Soit avant le mariage, avant le voyage. C'est à ce moment-là que j'ai compris toute l'ampleur de ce qui se passait. Je pensais que leur plan s'arrêtait aux 38 000 €. Ça ne s'arrêtait pas là. Les 38 000 €, ce n'était que le début. La maison était le grand projet. Et pour l'obtenir, ils avaient besoin que Yolanda signe. Ou bien, qu'elle cesse d'exister en tant qu'obstacle. Et pour cela, ils avaient besoin d'un divorce où elle serait désespérée, et sans avocat. Mais Yolanda n'était plus désespérée. Yolanda avait Sergio. Et elle avait 41 fichiers, avec un index, et des numéros de feuillet. Ce vendredi-là, un avis préventif de poursuite a été inscrit sur la propriété. En termes simples, la maison était marquée. Personne ne pouvait l'acheter, l'hypothéquer, ou y toucher, tant que la procédure était en cours. Lionel l'a appris là-bas, par téléphone. Assis sur le bord d'un lit simple, dans une chambre sans vue. Ils sont rentrés le dimanche, sur des vols séparés. Thelma est arrivée la première. Elle est allée directement de l'aéroport à mon appartement, avec sa valise, et a sonné à la porte pendant 10 minutes. Je n'étais pas là. C'était le conseil de Sergio. Et ce fut le meilleur conseil qu'il m'ait donné de toute cette histoire, ne pas être là. Je suis allé chez un collègue le samedi, et je suis revenu le lundi. Elle a sonné pendant 10 minutes. Elle a frappé à la porte des voisins. Elle a glissé 3 mots sous ma porte. J'ai gardé les 3 mots, sans les ouvrir, et je les ai donnés à Sergio. Le lundi, le bombardement d'appels a commencé. Des appels de numéros inconnus. Des messages de ses cousins, que je connaissais à peine. Un oncle qui m'a écrit pour me dire que la famille était dévastée. Ronaldo, le témoin du mariage, m'a envoyé un message vocal de 7 minutes. Il me disait que j'avais transformé un problème de couple en scandale, et qu'il y avait des innocents au milieu. Et Uleya s'est présenté à la porte de mon bureau le mercredi. Homero, le père de Thelma, se tenait silencieux derrière elle. Je les ai reçus dans la petite salle de réunion. Celle avec la table ronde, et une fenêtre qui donne sur le parking. Nous y sommes restés 40 minutes. Uleya a commencé doucement, comme à son habitude. Elle m'a dit que les familles règlent leurs problèmes en interne. Que j'étais un homme bon. Et qu'un homme bon ne traîne pas la mère de ses futurs petits-enfants devant un tribunal. Puis, elle a un peu monté le ton. Que je l'avais humilié. Que tout le quartier en parlait. Que sa fille ne voulait plus sortir de sa chambre. Et finalement, voyant que je ne disais rien, elle en est venue au fait. Elle a proposé de me rembourser l'argent. Elle m'a dit qu'elle avait quelques économies, que Thelma allait vendre sa voiture. Et qu'à elle deux, elle pourrait réunir les 38 000 en 2 mois. En échange, je laisserai tout tomber. Tout. Y compris la plainte de Yolanda. C'est là que j'ai pris la parole pour la première fois, au cours de ces 40 minutes. Je lui ai dit que la plainte de Yolanda n'était pas la mienne, et que je n'avais aucun moyen de la retirer, même si je le voulais. Je lui ai dit qu'elle n'était pas en train de négocier avec moi. Elle me demandait de demander à une femme, dont la signature avait été falsifiée, de pardonner à celui qui l'avait falsifiée. Et ce, pour que sa fille n'ait pas de problème. Et j'ai répété la question que je lui avais posée au téléphone. Car je voulais qu'elle y réponde devant son mari. Saviez-vous que Lionel était marié? Homero s'est agité sur sa chaise. Uleya n'a pas répondu. Et c'est là qu'Homero a pris la parole. C'était la 3e fois en 3 ans, que cet homme m'adressait la parole de sa propre initiative. Il a dit, oui, nous le savions, au reste. Uleya s'est tourné vers lui, d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Lui a continué à fixer la table. Je le lui ai dit, il y a 2 ans. On m'a répondu de me mêler de mes affaires. Il s'est levé, m'a serré la main, et a quitté la salle de réunion. Uleya est restée assise là 10 secondes de plus. Puis, elle est partie à sa suite, sans dire au revoir. Ce jour-là, en fermant la porte de mon bureau, je n'ai pas ressenti un sentiment de victoire.
J'ai ressenti quelque chose de plus étrange. J'ai eu l'impression d'avoir été assis à une table pendant 3 ans, où tout le monde connaissait la blague sauf moi, et que finalement, quelqu'un me l'avait expliqué. Homero m'a appelé 3 semaines plus tard, juste une fois, pour me dire qu'il avait quitté la maison. 46 ans de mariage. Il m'a dit que ce n'était pas à cause de moi, que c'était à cause de lui. Et qu'il y a des choses que l'on supporte, jusqu'à ce que l'on voit un autre homme traverser la même épreuve. Pendant ce temps, le dossier grossissait de lui-même. Car c'est la partie que les gens ne comprennent pas à propos de ces processus. Vous déposez le dossier, et ensuite, vous ne faites plus rien. Ce sont eux qui s'en chargent. Ils secouent le même. Thelma a changé d'avocat 2 fois en 5 semaines. Le premier a démissionné, lorsqu'il a vu les messages de menaces. Le deuxième a essayé d'argumenter que les virements étaient des dépenses de mariage légitimes. Sergio lui a demandé une seule chose, produire les factures du fournisseur. Il n'y avait pas de fournisseur. Il n'y avait pas de facture. Il n'y avait pas de service. Il y avait un compte bancaire au nom d'un homme marié à une autre femme. Et lors de l'audience de conciliation, l'avocat de Thelma a commis l'erreur que Sergio attendait depuis le premier jour. Pour justifier pourquoi sa cliente avait une relation si étroite avec Monsieur Léonel, il a déclaré devant le juge qu'ils entretenaient une relation étroite et de longue date, et qu'ils partageaient des dépenses personnelles depuis des années. Sergio n'a rien dit à ce moment-là. Il a simplement demandé à ce que cela soit consigné dans le procès-verbal. Cette phrase, prononcée par son propre avocat, a fini par devenir la pièce à conviction clé dans le procès de Yolanda, 3 mois plus tard. Et en décembre, 4 mois et demi après cette file d'embarquement, une enveloppe avec le sceau du tribunal est arrivée à mon bureau. Je l'ai ouverte, debout à côté du classeur, où j'avais un jour rangé 12 pages, dans le dossier d'un client qui n'existait plus. L'enveloppe contenait 3 jugements. Je les ai lus debout, à côté du classeur, sans m'asseoir. Le premier était l'ordre de restitution. Le tribunal a déterminé que les 38 000 € transférés du compte joint ne correspondaient à aucune dépense d'événement accrédité. Qu'aucun fournisseur, facture, ou service n'existait. Et que le transfert avait été effectué au profit d'un tiers extérieur au mariage. Restitution intégrale, plus intérêts, plus frais de justice. Et, sur une ligne en dessous, la partie qui m'intéressait vraiment, responsabilité solidaire des deux. Thelma et Léonel ensemble. Chacun étant responsable de la totalité, si l'autre ne payait pas. Ce mot, solidaire, est le mot le plus utile qui existe dans un dossier juridique. Car, à partir de ce moment-là, ils n'étaient plus du même côté. Chacun a commencé à prier pour que l'autre paie en premier. Le deuxième jugement concernait la propriété. La falsification d'une signature sur un document bancaire, confirmée par un rapport d'expert. La maison avec le portail en fer a été libérée de toute hypothèque. Elle a été intégralement restituée au patrimoine exclusif de Yolanda, et le crédit a été annulé depuis le début. Le troisième jugement, c'était l'annulation de mon mariage. Sergio m'avait dit dès le départ que c'était le chemin le plus difficile. Celui que l'on ne gagne presque jamais. Et nous ne l'avons pas gagné sur l'annulation elle-même. Nous l'avons gagné, parce que l'avocat de Thelma, lors de l'audience de conciliation, a déclaré devant le juge que sa cliente et Monsieur Léonel partageaient des dépenses personnelles depuis des années, et entretenaient une relation étroite et de longue date. Sergio a demandé à ce que cela soit consigné au procès-verbal, et n'a rien ajouté de plus. 4 mois plus tard, il a présenté ce procès-verbal, ainsi que la réservation d'hôtel de l'année précédente. 4 nuits. 2 noms. Aux mêmes dates où elle m'avait dit qu'elle était à un congrès. Et il a présenté les déclarations de 3 passagers, des rangées situées derrière eux dans l'avion. C'est ce qui m'a blessé, et ce qui a aidé le juge. 3 personnes qui ne me connaissaient pas, qui étaient sur ce vol pour leurs propres raisons. Ils ont décrit une femme, qui avait dormi avec la tête sur l'épaule d'un homme pendant près de 2 heures, alors que le siège à côté d'elle, celui de son mari, était vide, la ceinture croisée. 7h30, sans demander après moi. L'un d'eux, un homme de 70 ans qui allait voir sa petite fille, a écrit une phrase dans sa déclaration, que Sergio a soulignée au crayon, il semblait être un couple de longue date. Le mariage a été annulé pour erreur essentielle sur la personne. Pas de bien commun, pas de pension alimentaire, pas de partage de quoi que ce soit. Comme s'il n'avait jamais existé. Et ce qui a suivi ces 3 pages, c'est ce que j'appelle la clôture des comptes. Je vais commencer par Léonel, parce qu'il est tombé le premier, et plus rapidement.
Avec son compte gelé depuis août, il a perdu sa voiture en novembre. Ils l'ont saisi dans la rue, devant 2 voisins. Il a perdu sa ligne de crédit. Il a perdu le peu de travail qui lui restait. Et il a perdu la seule chose qu'il possédait vraiment, sa réputation de type sympathique qui trouve toujours une solution. En mars, le tribunal a rendu son verdict dans l'affaire pénale, pour falsification et usage de faux documents. Il a écopé d'une peine avec sursis, car il s'agissait de sa première infraction. Avec restitution des dommages, contrôle périodique, et une ordonnance d'éloignement de Yolanda et de la maison. La restitution des dommages, ajoutée à sa part des 38 000 €, l'a laissé avec une somme qu'il n'aura pas fini de rembourser d'ici 15 ans. Le divorce de Yolanda a été prononcé en avril, pour faute, avec une condamnation pénale au dossier. Il est parti sans la maison, sans voiture, sans économie, et avec une dette qui le poursuit. Il vit chez une tante. Il dort dans la chambre de bonne. C'est lui-même qui me l'a avoué, dans un couloir du palais de justice, en mai. La dernière fois que je l'ai vu, il s'est approché de moi alors que j'attendais une copie certifiée. Il était mince, mal rasé, avec une chemise trop grande pour lui. Il m'a demandé depuis combien de temps je savais. Je lui ai dit la vérité, depuis 8 jours avant le mariage. Et il m'a dit, avec un visage que je n'oublierai pas, « Tu nous as mariés en sachant ». J'ai répondu oui. Que je les avais mariés en sachant. Que je les avais laissés signer le check-in de l'hôtel en sachant. Que j'avais acheté le billet d'avion de sa femme en sachant. Il m'a demandé pourquoi je n'avais rien dit plus tôt. Et je lui ai répondu par la seule chose que je lui ai dite dans toute cette histoire, parce que vous parliez tous les deux mieux que moi. J'avais besoin qu'il ne vous reste plus rien à dire. Il est resté planté là. Il n'a pas répondu. Et c'est la dernière fois que je lui ai adressé la parole. Thelma a mis plus de temps à tomber. Parce qu'elle avait eu Léa derrière elle, pour la soutenir. Elle a vendu sa voiture en janvier pour le premier paiement. Elle a emprunté à 2 tantes. Uléa a hypothéqué un terrain qu'elle possédait à la campagne. Le terrain qui était censé être l'héritage. Malgré cela, ce n'était pas suffisant. Car la responsabilité solidaire signifiait que, si Léonelle ne payait pas, et Léonelle n'allait jamais payer, le tribunal se tournerait vers elle. Son salaire a été saisi, à hauteur de 30% chaque mois, jusqu'à ce que le total soit couvert. Elle a perdu son emploi à l'agence de voyage, en février. Ils ne l'ont pas renvoyée à cause du procès. Ils l'ont renvoyée, parce qu'une agence de voyage ne peut pas employer quelqu'un, impliqué dans un procès pour mauvaise gestion de l'argent d'autrui. Et parce que le dossier était public. Elle est allée vivre avec Uléa. Toutes les deux dans la maison, où l'on m'avait un jour servi mon assiette en dernier, et demandé combien gagne un agent des douanes. Et c'est là que s'est produit ce que personne n'avait prévu. Homero était parti en septembre, 3 semaines après que tout ait éclaté. 46 ans de mariage. Il est allé vivre près de chez sa sœur. Et, à partir de ce moment-là, Uléa s'est retrouvée seule avec sa fille. Avec un terrain hypothéqué. Avec la moitié de la famille qui ne lui parlait plus. Et avec l'autre moitié qui parlait dans son dos. Parce que cela est aussi arrivé, et que je n'ai eu à lever le petit doigt. 123 personnes ont assisté à ce mariage. 123 personnes ont applaudi, quand ma femme a déclaré qu'il était sa personne préférée au monde. Et quand le dossier est devenu public, chacune de ces personnes a dû se rappeler où elle était assise. Qu'elle avait applaudi. Et qu'elle était restée silencieuse. Ronaldo, celui qui m'avait envoyé le message vocal de 7 minutes, m'a appelé en février pour s'excuser. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à pardonner, et j'ai rapidement raccroché. Pas par rancune. Juste parce que je m'en fichais. Je n'ai appris qu'une seule autre chose sur Thelma. C'est une de ses cousines, qui travaille au port et m'a abordé un jour sur le parking, qui me l'a raconté. Elle m'a dit qu'aujourd'hui encore, Thelma répète que tout cela est arrivé parce que je manquais d'assurance. Qu'elle ne dit pas un mot sur les virements. Ni sur la réservation de l'année précédente. Ou sur les 4 nuits du congrès qui n'a jamais existé. Ou sur le vol. Elle dit seulement que son mari manquait d'assurance. Qu'il n'a pas pu supporter une amitié. J'ai entendu cela, et j'ai réalisé une chose, certaines personnes ne changent pas, même avec une condamnation judiciaire entre les mains. La condamnation arrive, ils la paient, ils la subissent. Et, à l'intérieur, ils restent exactement les mêmes. Et j'ai aussi réalisé, que je n'avais plus besoin qu'elle comprenne quoi que ce soit.
C'était la partie la plus difficile pour moi, si je suis honnête. Pendant des mois, au fond de moi, j'attendais quelque chose qui n'est jamais venu. Je n'attendais pas qu'elle s'excuse. J'attendais quelque chose de plus petit. J'attendais qu'elle dise à un moment donné, ne serait-ce qu'une fois, que oui, elle l'avait fait. Qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle ne l'a jamais dit. Et un jour de juin, je me suis réveillé, et je ne l'attendais plus. Avec Yolanda, il s'est passé autre chose. Et je veux bien le raconter, parce que les gens posent toujours la question. Il ne s'est rien passé. Nous ne sommes pas tombés amoureux. Il n'y a eu aucune histoire romantique cachée derrière tout cela. Nous étions deux personnes, qui se sont rencontrées pour la pire raison possible. Et qui se sont entraidées, parce que c'était dans notre intérêt mutuel. Nous nous voyons 3 ou 4 fois par an. Nous mangeons ensemble. Nous parlons d'autre chose. Presque jamais de ça. Son fils a obtenu son diplôme en décembre, et m'a envoyé une photo de la remise des diplômes. Elle a vendu la maison avec le portail l'année dernière. Par choix. Et avec ça, elle a acheté un petit appartement, et a ouvert une pâtisserie avec 2 employés. La dernière fois que je l'ai vue, elle a prononcé une phrase qui m'est restée. Elle a dit que le plus difficile pour elle, ce n'était pas le divorce ou le procès. C'était de se pardonner les 6 années où elle a eu des soupçons, sans rien faire. Je lui ai dit que j'avais eu 31 mois. Elle a ri et m'a dit, tu as eu de la chance. Un email d'hôtel t'a sauvé. Elle avait raison. J'ai été sauvé par une ligne en petits caractères qui disait, accompagnant. Si cette réservation avait été faite correctement. Si quelqu'un avait pris soin de mettre mon nom là où il aurait dû être. Je serais monté dans cet avion, et je serais toujours marié. Cela fait 3 ans depuis cette file d'embarquement. Je suis toujours agent des douanes. Je suis toujours dans le même bureau. Avec la même chaise qui grince. À examiner les dossiers de personnes, qui exportent des choses que je ne verrai jamais. On pourrait penser, qu'après tout ça, on change de vie. On déménage dans un autre pays. On achète une voiture ridicule. Je n'ai rien changé. Enfin si, j'ai changé une chose. Je ne dîne plus debout. Ça a l'air idiot, mais c'est la seule chose que j'ai vraiment retenue de cette femme. Elle s'asseyait à table, et me forçait à m'asseoir. Et elle me disait que dîner debout, c'était pour les gens qui ne s'aiment pas. Elle avait raison là-dessus. C'est la seule chose sur laquelle elle avait raison. Et je l'ai gardé. Ils m'ont remboursé les 38 000 € en totalité. Avec les intérêts. Étalés sur 28 versements, qui sont arrivés mois après mois, pendant 2 ans et 4 mois. Le dernier est arrivé en avril de l'année dernière. Un dépôt de 1 200 €, qui est apparu sur mon compte un mardi quelconque. Sans préavis, sans message, sans rien. J'ai fixé l'écran de mon téléphone pendant un long moment, attendant de ressentir quelque chose. Je n'ai rien ressenti. Et ça, pour moi, ce fut la véritable fin. Pas le jugement, pas l'audience. Le jour où l'argent est revenu, et qu'il ne signifiait plus rien. J'ai fait 3 choses avec cet argent. Avec la première partie, j'ai payé à Sergio le moindre centime de ses honoraires. Et j'ai aussi payé la part qu'il avait facturée à Yolanda, sans le lui dire. Quand elle l'a découvert, 6 mois plus tard, elle s'est véritablement mise en colère contre moi. Ce fut la seule fois où je l'ai vue en colère. Je lui ai dit qu'elle avait posé sur la table, une pochette en plastique contenant 11 ans de sa vie. Et que ça valait plus que n'importe quelle facture. Elle s'est tue, et nous n'en avons plus jamais reparlé. Avec la deuxième partie, j'ai rénové l'appartement. J'ai changé la cuisine, qui était trop grande pour un homme seul, et je l'ai rendue plus petite. Et j'y ai mis une vraie table pour 4 personnes. Et avec la troisième partie, la plus petite, j'ai fait une chose que je n'ai dite à presque personne. J'ai envoyé un billet d'avion à Homero, le père de Thelma. L'homme qui s'était levé dans ma salle de réunion, et avait prononcé 4 mots qui lui ont coûté 46 ans de mariage. Il vit près de chez sa sœur dans le Nord. Et il n'avait pas vu son autre fils, celui qui était parti travailler loin, et à qui Uléa lui interdisait de parler, depuis 2 ans. J'ai envoyé le billet sans mots, sans nom, par l'intermédiaire d'une agence. Il a su que c'était moi. Il m'a appelé une semaine plus tard. Et il n'a pas dit merci. Il a dit quelque chose de mieux. Au reste. J'aurais dû dire ça, il y a 20 ans. Je lui ai répondu que,
20 ans plus tard, ça comptait quand même. Nous nous parlons au téléphone tous les 2 ou 3 mois. C'est un homme discret, et les appels durent 6 minutes. Mais il appelle. Maintenant, voici le bilan final. Parce que je sais que c'est ce que les gens veulent savoir. Léonel vit toujours chez sa tante. Il pointe toujours tous les mois. Il doit toujours une somme qu'il n'aura pas fini de payer de sitôt. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'était par une connaissance au port. Elle l'a vu travailler dans une boutique de téléphone portable, servant les clients derrière le comptoir. 49 ans. Je ne ressens rien pour lui. Ça m'a surpris, moi aussi. Je pensais que je le haïrais pour le reste de ma vie. Et il s'avère qu'après 3 ans, il n'est même plus une personne dans ma tête. C'est un nom sur un dossier qui a été classé. Thelma a fini de payer sa part en octobre dernier. Son salaire ayant été saisi jusqu'à la fin. Elle a trouvé un emploi dans un grand magasin, au rayon des retours et des échanges. Elle vit toujours avec Uleya, dans la même maison. Dans la chambre où elle dormait enfant. Et elle dit toujours la même chose. Elle dit toujours que son mari manquait d'assurance. Qu'il n'a pas pu supporter une amitié d'enfance. 3 ans plus tard, avec une condamnation judiciaire, une saisie sur salaire, et un dossier public, elle raconte toujours cette version. Et les gens qui l'aiment la croient toujours. Parce qu'il est plus facile de croire quelqu'un que l'on aime, que de vérifier les documents. Uleya a perdu le terrain à la campagne. L'hypothèque qu'elle avait contractée pour aider sa fille, a fait défaut, et elle n'a pas pu la payer. Ce terrain, c'était l'héritage de ses 2 enfants. Et l'autre enfant, celui qui vit loin, l'a appris par un cousin. Maintenant, il ne lui parle plus non plus. Cette femme s'est retrouvée seule dans une grande maison. Sans mari. Avec une fille dont le salaire a été saisi. Et avec la moitié de la famille qui parle d'elle à voix basse. Et elle a fait tout ça toute seule. Avec un verre levé lors d'un dîner, et avec 4 mots prononcés au téléphone, c'est son problème. Je n'ai rien fait à cette dame. Pas un appel. Pas un message. Pas un procès. Je n'ai pas eu besoin de m'occuper d'elle. Je parle peu de Yolanda, car son histoire n'est plus la mienne. La pâtisserie compte 5 employés maintenant. Son fils s'est marié en mars. Il m'a envoyé une invitation. J'y suis allé. Je me suis assis à une table au fond, avec des gens que je ne connaissais pas, et j'ai passé un bon moment. À ce mariage, quand le garçon a dansé avec sa mère, je me suis souvenu d'un autre mariage. Avec 123 personnes qui applaudissaient. Et je me suis rappelé qu'à cette longue table, lors de ce dîner, pas une seule personne n'avait corrigé Uleya, quand elle a levé son verre à Thelma et Léonel. Voilà toute la leçon, s'il y en a une. Parce que les gens me demandent souvent comment je ne m'en suis pas rendu compte plus tôt. Et la réponse, c'est que je m'en suis rendu compte. J'ai remarqué le café qu'il lui a commandé sans demander. J'ai remarqué le porte-clés assorti. J'ai remarqué les demi-secondes de retard dans leur réponse. J'ai remarqué qu'elle posait son téléphone face vers le bas, même pour cuisiner. J'ai tout remarqué. Ce que j'ai fait, c'est que je ne voulais pas le voir. Et je ne voulais pas le voir, parce que quand vous dînez debout depuis 9 ans, vous défendez tout ce qui ressemble à une famille avec les dents. Même si c'est faux. C'est la vérité, et je n'ai pas honte de le dire. Ce que j'ai appris, en revanche. Et je le dis à quiconque veut l'entendre. C'est que le signe le plus clair n'est jamais l'infidélité. Le signe le plus clair, c'est la phrase « Et si tu te plains, c'est parce que tu manques d'assurance ». Cette phrase ne défend pas une amitié. Cette phrase vous apprend à ne pas poser de questions. Et quand quelqu'un vous apprend à ne pas poser de questions, ce n'est pas parce qu'il n'a rien à cacher. Il le fait pour la raison exactement inverse. Je ne me suis pas plaint. Et je ne me suis pas plaint, non pas parce que j'étais fort. Je ne me suis pas plaint, parce que se plaindre, ça sert à laisser l'autre s'expliquer. Et j'étais déjà fatigué des explications. La seule chose que j'ai faite, c'est ce que je fais depuis 25 ans. Retourner à la première page. Lire ligne par ligne. Chercher où le compte ne colle pas. Et ensuite, les laisser signer. L'autre jour, en rangeant un tiroir, j'ai retrouvé le carnet à couverture rigide. La première page y est toujours. Avec cette ligne écrite à la main, à 4 heures du matin, 11 jours avant un mariage, tout vérifier. Ne pas confronter. Je l'ai lu.
Et j'ai ressenti une chose étrange dans ma poitrine. Parce que l'homme qui a écrit ça a été dévasté, et il ne le savait pas. Il faisait la seule chose qu'il savait faire pour ne pas devenir fou. Transformer la douleur en une procédure. J'ai rangé le carnet. Je ne l'ai pas jeté. Un jour je le jetterai. Mais pas encore. Je mène une vie tranquille maintenant. Je me promène le matin avant le travail. Une chose que je ne faisais pas avant. Le dimanche, je cuisine un peu plus. Et j'apporte à manger à une voisine qui vit seule. La dame du numéro 4. Elle a 82 ans, et me raconte les 3 mêmes histoires à chaque fois. Je les connais par cœur. Je la laisse les raconter. Je ne me suis pas remarié. Je ne suis pas aigri, ni fermé à quoi que ce soit. Ça ne s'est simplement pas présenté. Et à cet âge, on apprend que tout n'est pas obligé d'arriver. Et parfois. Très rarement. Je me souviens de cette file d'attente à la porte 22. La nuque de ma femme. Son épaule pressée contre la sienne. Les 6 personnes qui restaient avant le scanner. Et je me rappelle, que j'ai pensé avec une clarté absolue, que si elle se retournait juste une fois. Si elle me cherchait des yeux, même une seconde. Je courrais, je monterais dans cet avion, je brûlerais les papiers, et j'avalerais tout. Et elle ne s'est pas retournée. Parfois, les gens pensent que la justice, c'est un jugement. Un tribunal. De l'argent rendu. Ce n'est pas ça. La justice, ce fut ce moment exact. À 11 000 mètres d'altitude. À la 6e heure du vol. Quand elle s'est tournée pour lui dire quelque chose, et qu'elle a vu le siège vide à côté d'elle. Vide depuis le début. Comme il l'avait toujours été.